françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir Atessa Deska. Nous partons à la capitale allemande, à Berlin. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Dans le cadre de notre partenariat avec la FIAF, on se promène dans le monde et en l'occurrence, on va pas très loin chez nos amis allemands. Direction Berlin. Bonjour Atessa. Bonjour Gauthier. J'ai failli me tromper, enfin je me suis trompé, on a dû réenregistrer ton nom de famille parce que moi je l'ai dit façon du Nord alors que là c'est plutôt version du Sud. Cela dit, te placer sur une carte du monde c'est pas facile, t'as beaucoup bougé toi. En effet, je suis à l'origine franco-iranienne. Ouais. Je suis née à Téhéran, mais j'ai vécu essentiellement en France. Ensuite, ça fait 15 ans que j'ai quitté la France. J'ai vécu 7 ans à Barcelone, 3 ans aux États-Unis, 3 ans aux Émirats Arabes Unis et depuis 2 ans et demi, je suis à Berne. Tu es donc une véritable citoyenne du monde. Alors, tu nais en effet à Téhéran, mais tes parents viennent s'installer en France. Tu n'as qu'un an, tu grandis dans la région parisienne. Des études en économie avec une spécialisation marketing. Tu rencontres ton mari qui est niçois. Mais vous partez pour Lille, puisque tu vas travailler pour le groupe de construction, enfin de matériaux de construction Leroy Merlin, dont le siège est pas très loin de nos studios. Nous aussi, nous sommes à Lille. C'est là qu'arrive votre première fille. Mais dans le couple, l'idée de partir à l'étranger était un peu sous le tapis. On en avait déjà parlé. Effectivement, je venais de rencontrer mon mari et très vite il m'a fait part de son désir de voyager, de partir vivre à l'étranger, en l'occurrence en Australie, ce qui me semblait trop loin à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et en fait, lorsque je travaillais chez Leroy Merlin, j'ai ressenti le besoin d'avoir une expérience en magasin, de connaître le terrain et pas seulement celle du siège, afin d'être plus efficace et de mieux travailler. Et un jour, je rentre à la maison et j'annonce à mon mari que j'ai parlé à mon chef et que je lui ai demandé à partir en Espagne, alors que je n'avais pas du tout mis mon mari au courant de cela. Donc, il m'a regardé, il m'a souri et il a dit « Bon, d'accord ». Et c'est comme ça que nous sommes partis. Alors, vous faites vos valises, vous partez donc avec votre petite fille. Une deuxième va naître à Barcelone, vous allez y vivre pendant 7 ans. Et puis, une opportunité de ton mari va faire que vous allez partir avec toute la famille pendant 3 ans aux USA. Alors, c'est des bons souvenirs. Quand tu me parles des États-Unis, c'est la fin de la période Obama, tu découvres Manhattan, tu vis dans le New Jersey. C'est des bons souvenirs, les États-Unis. Absolument. On vivait dans un cadre très agréable, en ayant la proximité de Manhattan, sans en avoir les inconvénients, une maison au milieu des bois et les grands espaces. On en a profité pour voyager et visiter les États-Unis. Et on a eu la chance de vivre dans une communauté américaine vraiment très accueillante, très agréable, où on a pu partager très vite des liens. Et c'est vrai qu'on avait de la peine de quitter les États-Unis. On aurait souhaité rester 1 ou 2 ans de plus, mais bon, c'est la vie. C'est en tout cas dans le cadre des États-Unis que tu vas découvrir les accueils de la FIAF, accueil New Jersey, accueil New York, tu deviens bénévole. Tout naturellement en arrivant à Dubaï pour 3 nouvelles années d'expatriation, tu vas rejoindre l'accueil de la FIAF, qui a un autre nom, on en a parlé déjà dans ce podcast, le French Social Club. Et là, tu t'investis pas mal. C'est important les accueils quand on vit en expatriation. Quand on arrive dans une ville, c'est vraiment l'occasion d'avoir quelques accroches à un réseau qui se construit. Absolument. Quand on est parti en Espagne, je travaillais dès le départ. Donc la question ne s'est pas posée de la même façon, mais quand j'ai dû démissionner pour partir aux États-Unis, je savais que je connaissais les Américains, j'ai de la famille là-bas. Et je savais que ce ne serait pas forcément évident de se lier d'amitié rapidement avec eux. Et donc, pour moi, il était évident que ce serait en me rapprochant des Français que j'allais pouvoir m'intégrer, me connecter le plus rapidement possible. Parce que quand on part à l'étranger, on perd tous ses repères, absolument tout. Et on repart à zéro à chaque fois. Et on perd sa famille, on perd ses amis, entre guillemets. Et donc, pour qu'une expatriation soit réussie, le lien social est fondamental. Ne pas se retrouver isolé,
rapidement connaître des personnes qui vont peut-être devenir des copains, des amis. C'est absolument essentiel. Et donc, ayant cela en tête, je me suis dit que même si quand on est parti en Espagne, pour moi, justement, je voulais pas m'inscrire auprès d'une association française en me disant si je pars à l'étranger, ce n'est pas pour fréquenter des Français. Mais en partant aux États-Unis, j'ai compris là que si je ne le faisais pas, j'allais virer très vite Desperate Housewife. Et pour moi, c'était hors de question. C'est pour ça que je me suis, avant même mon départ, rapprochée d'Accueil New Jersey. Et très vite, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues de très bonnes copines et qui ont fait essentiellement que cette expatriation se passe très très bien pour l'ensemble de la famille. Alors, juin 2021, choc thermique, vous partez de Dubaï pour vous installer à Berlin. C'est le siège de l'entreprise où travaille ton mari. Alors, c'est une bonne nouvelle, sauf que tu parles pas allemand. Les débuts sont difficiles en Allemagne ? Ils sont mitigés. Je ne parlais pas l'allemand, j'ai pris quelques cours depuis, mais l'avantage de Berlin, c'est que c'est une ville internationale. Donc, même les personnes dans un supermarché, les vendeurs vont parler un minimum d'anglais qui fait que tout de suite on peut se débrouiller. Donc ça a l'avantage de son inconvénient, c'est que tout le monde parle anglais très facilement. Donc ça n'incite pas à vouloir apprendre la langue, et quand bien même on le ferait, très vite en fait, quand on entend notre accent en allemand, on nous répond en anglais. Donc on a moins de chances de progresser. Et comment ça va maintenant ton allemand du coup ? C'est une langue qui est de toute façon assez complexe, compliquée, et il faut du temps, et surtout il faut avoir l'opportunité de la pratiquer. Donc la théorie c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc j'essaye de pratiquer le plus possible. Naturellement, tu rejoins Berlin Accueil et tu en deviens la présidente. Madame la présidente, félicitations. On va donc parler de cette association qui accueille plus de 200 adhérents. Avec cette petite particularité, c'est qu'il n'y a pas que des Français, il y a beaucoup de francophiles, il y a beaucoup d'Allemands qui aiment la langue française, la culture française. Absolument. C'est ce qui m'a surpris en rejoignant cet accueil, contrairement au précédent. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont eu un lien avec la France. Soit ils sont mariés à un Français ou une Française, soit ils ont étudié un moment de leur vie en France, ou bien ont travaillé pour une entreprise française, ou ont appris le français au cours de leurs études, ou bien partaient en vacances avec leurs parents en France. Et donc, tous ces Allemands ont envie de conserver, et c'est ce qu'ils font à travers l'association, un lien avec la France, continuer à pratiquer le français. Et donc, sont vraiment de profonds francophiles. Et donc, c'est l'avantage de cet accueil aussi, c'est que souvent, je le mentionnais précédemment, parfois on n'a pas forcément envie de rejoindre un accueil parce qu'on se dit j'ai pas envie de fréquenter des Français. Mais au sein de Berlin Accueil, on fréquente des Français, des francophones et aussi des Allemands. Alors, chose particulière, un peu partout dans le monde, quand on se promène, on n'a pas le nombre réel de Français qui vivent dans la ville. Là, pour Berlin, c'est différent, puisque quand on s'y installe, il faut avoir le fameux Anmeldung. Oula, j'ai fait allemand première langue, mais ça ne se voit pas. Ce qui fait que tu t'es renseigné auprès de l'ambassade, et on a un chiffre. 29 000 Français vivent aujourd'hui à Berlin. Le fameux Anmeldung, c'est un document obligatoire dans les démarches administratives. Absolument. Il est demandé... Pour l'obtenir, il faut résider déjà à Berlin, mais résider soit dans un Airbnb, soit dans un logement temporaire ou une résidence principale. Donc, il est soumis son obtention est soumise à des conditions, et ensuite il est requis pour un grand nombre de démarches administratives. Et puis, dernière petite chose, en tant que présidente, tu as la volonté de changer un peu la cible. Alors souvent, ce sont des conjoints accompagnateurs qui font partie des membres de l'association, sauf que le plus de temps. Mais toi, tu veux un peu ouvrir tout ça, c'est ton programme de présidente ? Oui, absolument. En fait, souvent, on a tendance à vouloir faire ce qu'on aimerait trouver soi-même. Et moi, au cours de mes expatriations, j'ai systématiquement travaillé. Et quand les accueils proposaient des activités qui étaient destinées aux personnes qui étaient libres dans la journée, qui ne travaillaient pas le plus souvent, cela me convenait jusqu'à ce que je commence à travailler. Et là, à ce moment-là, les activités ne me correspondaient plus. Je n'étais plus disponible pour en participer. Et je trouve ça dommage. Parce que
la mission des accueils, c'est de favoriser l'adaptation, l'intégration des nouveaux arrivants. Mais finalement, on peut aussi pousser cela jusqu'aux personnes qui travaillent. Parce que souvent, en dehors du travail, selon les pays en plus, il n'est pas forcément évident de se lier avec ses collègues, tout simplement. Donc, si on passe toute sa journée au travail et que le soir, on est tout seul, là aussi, on a besoin d'intégration, d'adaptation. Et donc, ce que j'ai voulu faire, parce que là aussi, à Berlin, j'ai commencé à travailler au début de cette année, c'est pas changer la cible, mais ouvrir l'éventail. Continuer à répondre aux besoins de notre cible et nos adhérents historiques. Et puis en même temps, commencer à s'adresser aussi davantage à ceux qui travaillent ou à ceux qui sont en couple et dont le conjoint travaille pour lui permettre à lui aussi de connaître l'association, de connaître les adhérents et que la personne membre originelle ne fasse pas des activités uniquement tout seul ou toute seule. En tout cas, on sent ta spécialisation marketing, l'efficacité au sein de Berlin Accueil. Le lien pour accéder à Berlin Accueil est dans ce podcast. Atessa, on se retrouve dans un instant. On va parler de vivre à Berlin. C'est une grande capitale où il y a pas mal de choses à savoir. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Sur Français dans le monde, on va s'installer dans la capitale allemande avec notre invité Atessa Deska. Nous sommes à Berlin Accueil dans le cadre du partenariat avec la FIAF. On a eu l'occasion dans le podcast Un Français dans le monde de parcourir le cursus de notre invité qui s'est pas mal promené dans le monde. Atessa, merci d'être avec nous. Merci à toi, Gauthier. On a parlé de tes différentes expériences à Paris, à Nice, à Lille, aux États-Unis, en Espagne, à Dubaï, aujourd'hui à Berlin. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, ce sont des pays qui sont très différents et des cultures très différentes. Je suppose que ça t'a enrichi. Absolument. Et l'avantage de ces pays, c'est que toutes ces destinations ont été tellement différentes les unes des autres qu'elles sont pas comparables. Quand on perd quelque chose, on gagne autre chose. Donc, on peut pas avoir de regrets. Et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte, un nouvel apprentissage. Est-ce que tu confirmes qu'on n'a pas la vraie image de ce qu'est Dubaï ? Oui. Non, c'est vrai que quand j'ai su qu'on allait partir à Dubaï, j'avoue que je ne sautais pas de joie. Durant le voyage de reconnaissance, je me suis dit « Ah non, ça va pas être possible ». Et puis finalement, on revient toujours à la même chose. Vivre dans un pays, l'expérience n'a rien à voir avec celle de le visiter en tant que touriste. Ou si vous y allez en tant que touriste, il faut aller chez des gens, si possible, idéalement toujours, qui vivent sur place pour qu'ils vous fassent découvrir la vraie facette du pays ou de la ville en question. Autre question, en regardant dans le rétroviseur, est-ce que les États-Unis d'Obama sont différents des États-Unis d'aujourd'hui ? J'ai connu la fin du mandat d'Obama, de son second mandat, et j'ai vécu essentiellement aux États-Unis sous l'ère Trump. Donc moi-même, justement, étant franco-iranienne, et je ne pouvais pas, par exemple, aller en Iran parce que je n'allais pas pouvoir revenir. Il y avait un travel ban à l'époque. Donc, on a eu beaucoup de doutes, des situations inconfortables. Quand ma famille venait nous voir de la même façon, ils ne pouvaient pas prétendre à un visa ESTA, qui est le visa classique, électronique, qui s'obtient très facilement. Il fallait passer par l'ambassade. Donc, quand on ne vit pas près de l'ambassade, c'est compliqué. Ça n'a pas été, de ce point de vue-là, une période facile. Voilà. Et ma dernière question, en regardant dans le rétroviseur, est-ce que la France, tu t'en es rapproché aujourd'hui, mais est-ce que tu sens la France changer aussi ? Absolument. À chaque fois que je retourne en France, je note les changements, notamment à Paris, puisque je reviens plutôt à Paris. Et je me dis aussi que pour avoir vécu dans différents pays et pu apprécier les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux, que la France et malgré tout ce qui se passe depuis quelques années, je veux dire, demeure un pays merveilleux. Et souvent, on ne sait pas apprécier la chance que l'on a de vivre en France à sa juste mesure, même si effectivement, il y a tout un tas de pans, d'aspects qu'il faut encore continuer à changer, à modifier, c'est évident.
Je pense que nos amis politiques devraient écouter les podcasts de la radio des Français dans le monde, parce que ceux qui parlent le mieux de la France, ce sont les Français qui n'y vivent plus. Et c'est quand même relativement paradoxal comme situation. En tout cas, nous voilà maintenant dans la capitale allemande. On a évoqué le chiffre de 29 000 Français qui y vivent. J'ai lu sur Internet que on devrait arriver à 50 000 en 2025. Il y a un engouement. Alors, c'est peut-être un développement économique, le coût de la vie. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une attractivité berlinoise aujourd'hui. Berlin est attractif parce que c'est une ville qui est dynamique, qui est jeune. Suite à la chute du mur, les entreprises qui étaient déjà présentes et qui sont implantées ici sont des startups essentiellement. On a peu de grosses entreprises parce qu'elles sont toutes dans ce qu'on appellerait encore l'ex-Allemagne de l'Ouest. Toutes les multinationales, à quelques exceptions près, sont implantées dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, entre guillemets. Donc, et ici à Berlin, on a un grand nombre de startups qui font que, voilà, les nouvelles technologies, ça bouge. Beaucoup d'étudiants aussi viennent, ou des VIE également. Donc, c'est une ville très jeune. J'ai lu que l'âge moyen était de 30 ans, que 20% des expatriés sont entrepreneurs, 40% des expatriés vivent dans le secteur privé. Il y a un dynamisme et aussi 60% des expatriés ont un niveau d'études supérieur. Pour vivre à Berlin, qui est une grande capitale, qui est 7 à 8 fois plus grande que Paris, sans avoir beaucoup plus d'habitants, tu as découvert une qualité de vie, en tout cas, au quotidien. Absolument. Je dirais que c'est une capitale, mais provinciale, avec une âme provinciale. Sa superficie, le nombre d'espaces boisés, verts, les cours d'eau, lacs, font que cela donne un air, je veux dire, un charme bucolique à la ville. Et tu On disais... ne se sent pas, c'est moins citadin, et même s'il y a peut-être autant de voitures, il y a peu d'embouteillages. Les réseaux de transport en commun sont extrêmement bien développés et desservent l'ensemble de la ville. Et puis, bien évidemment, les pistes cyclables. Et il y en a déjà plusieurs centaines. Il y a des centaines et des centaines de kilomètres. Et je sais que dans les tuyaux est un projet pour les développer encore plus. Ce que tu veux dire par là, c'est que le ressenti lorsqu'on passe une journée à Paris ou une journée à Berlin, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est très différent. Tout à fait. Ici, on se sent pas oppressé. Même le samedi, si on fait ses courses, c'est pas la cohue, le stress. C'est très agréable. Et c'est vrai que c'est une ville qui offre à la fois, si on aime l'histoire, si on aime les arts, si on aime la nightlife, si on aime la nature, tout est là. Tout est regroupé ici. Voilà. L'offre culturelle, artistique, sportive est extrêmement développée. Alors, si on aime la météo, on va être gâté parce que on a des temps qui changent beaucoup. On a des saisons très marquées, et puis d'un jour à l'autre, ça peut varier énormément. Absolument. À Dubaï, je ne regardais pas l'application météo. Non, il n'y a pas besoin. Ici, je me suis mise de nouveau à la regarder, mais en fait, finalement, un peu en désespoir de cause, je ne le fais plus parce que la météo change. Le temps est très instable et la météo change fréquemment au cours de la journée. Il peut pleuvoir alors que ce n'était pas prévu, il peut neiger alors que ce n'était pas prévu. Enfin, mais ça fait son charme. Et je me souviens d'une guide qui m'avait dit, en prévision d'une visite que je souhaitais faire, je parlais du temps, des vêtements qu'il fallait porter et qu'elle recommandait. Et elle m'avait fait cette réflexion que je trouve très pertinente. Elle m'avait dit, à Berlin, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Et alors, les Berlinois sont regardés de façon un peu particulière, puisque les Allemands ont un avis sur les Berlinois. Ils ne sont pas des Allemands comme les autres, ils sont moins cool. Oui. Étrangement, les Allemands jugent les Berlinois plutôt rustres, mal polis, en tout cas différents du reste des Allemands. Il faut dire qu'il y a une histoire particulière pour cette ville, une grande richesse culturelle, des musées fabuleux. T'en profites, toi, en tant que Française expatriée, tu les visites, ces musées? J'essaye au maximum, mais il y en a tellement, c'est compliqué. Autre sujet qui est compliqué, c'est le logement. On va pas tourner autour du pot, trouver de quoi résider est pas simple.
c'est vrai, Berlin fait partie de ces villes où il y a une crise du logement. Il est très difficile de se loger, aussi bien en location que pour acheter un bien. D'autant plus que les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter depuis une dizaine d'années. C'est vrai que ça reste toujours en deçà des prix parisiens ou londoniens, par exemple. Mais chaque année, le logement prend 10 à 12% en moyenne. Et c'était une ville très abordable, très bon marché il y a quelques années, mais c'est de moins en moins le cas. Et donc, il faut surtout anticiper son arrivée, envisager aussi la possibilité de prendre un logement, un meublé ou un logement temporaire. Il n'est pas rare du tout de devoir commencer par cela avant de pouvoir prendre un logement définitif. Tu me disais que la crise de logement s'était encore accentuée. Berlin est à 45 minutes de la Pologne, qui a intégré beaucoup d'Ukrainiens depuis le début de la guerre. Tout ça a créé une tension sur le marché immobilier. C'est vrai que la tension qui existait déjà s'est exacerbée depuis bientôt 2 ans. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui sont en colocation, de jeunes adultes. Il est fréquent de changer plusieurs fois de logement, justement. Ce n'est vraiment pas évident. Et souvent, les personnes qui nous contactent depuis l'étranger, qui ont des projets d'installation à Berlin, se trouvent très démunis. Et nous, on a finalement peu de réponses à leur apporter, malheureusement. Et pour terminer sur le sujet du logement, on va parler des endroits où se trouvent les Français. Comme c'est très étendu et que les réseaux de métro et de transport public sont très développés, les Français sont un peu partout à Berlin ? Oui, il n'y a pas une concentration évidente et flagrante sur un quartier en particulier. La moitié des 29 000 qu'on évoquait plus tôt se partagent entre 4 quartiers. Le premier, c'est Friedrichshain-Kreuzberg, qui se situe au centre-est de Berlin. Ensuite, il y a Mitte, qui, comme son nom l'indique, est central, c'est quartier historique. Et ensuite, il y a Charlottenburg-Wilmersdorf, qui est le quartier qui est à l'ouest de Berlin, on va dire, qui correspond à l'ouest parisien, et qui est à égalité avec le quartier de Pankow, qui, lui, pour le coup, est au nord de Berlin. Voilà. Mais donc, même si l'école française n'est même pas concernée par ces quartiers, les gens, même si leur enfant est à l'école française, ils ne vont pas forcément, ils vont chercher à habiter près, mais plutôt sur une ligne de métro ou de S-Bahn. Alors, pour terminer cette interview, est-ce que quand tu étais toute jeune, dans la nuit du 9 au 10 novembre 89, lorsque le mur va tomber, est-ce que tu imaginais que tu vivrais dans cette capitale un jour ? Non, jamais, jamais. Mais j'avoue que j'ai connu Berlin à l'occasion d'un anniversaire surprise qu'on m'avait fait. Étant né l'été, c'était la météo forcément quand j'étais venue, et c'était fantastique Berlin. Et en repartant de ce long week-end, j'avais dit à mon mari, tu sais, un jour, j'aimerais bien habiter à Berlin. Tu es même la présidente de Berlin Accueil. Pour en savoir plus, le lien de votre association est disponible dans ce podcast. Merci beaucoup, Atessa. Merci à toi, Gauthier. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr